Bonjour à toutes et à tous et encore très bonne année. Merci pour votre intérêt à suivre le lancement de ce nouveau programme vers de Cap 2030, vers de nouveaux équilibres économiques. Alors, retour rapidement pour finalement le point de départ. Le point de départ de ce programme, un modèle socio-économique, vient d'un constat partagé face aux transformations systémiques actuelles. Quelles que soient les organisations publiques ou privées, la question de leur modèle socio-économique est au centre, est un enjeu majeur. Via 15 ans de recherche empirique, cela nous a permis de capitaliser nos connaissances partagées et le programme que l'on a lancé en 2020, Reconnaissance des modèles socio-économiques d'intérêt général, répond à 3 objectifs que je vais développer juste après. Autour d'un élément qui est un rythme mensuel avec le principe d'un webinaire chaque 3e jeudi du mois. Et donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce 3e cycle annuel de webinaires en 10 escales. On parlait des objectifs. De quoi s'agit-il? Finalement, il y en a d'un côté, il s'agit de partager une culture commune des concepts fondamentaux et aussi de savoir comment se repérer et se positionner au sein de l'écosystème. Et un enjeu aussi d'apprendre à piloter la complexité pour pérenniser son action. Donc, quelque part, ce programme, il est vraiment à votre service pour accélérer la capacité des organisations et des territoires à la fois à sécuriser le projet et également à hybrider votre modèle socio-économique à partir d'une meilleure appropriation des spécificités des modèles les plus complexes qui sont les modèles des structures d'intérêt général. Rapidement, ce programme, il s'intègre dans un champ qui est celui d'un cheminement collectif ouvert en 2019 lors du lancement du référentiel modèle socio-économique d'intérêt général qui avait été présenté à Convergence, devenu le Forum mondial 3.0, et qui nous amène aujourd'hui, en 2023, à cette question finalement majeure: comment accompagner le pilotage de la transformation systémique. Cette 5e année de cheminement, elle va viser à passer de l'éclairage de la diversité des modèles socio-économiques aux conditions de leurs interactions. Et pour justement faire le lien entre les 15 ans de recherche empirique et les faits saillants des programmes, on va avoir un parcours aujourd'hui qui va nous commencer par le rappel des fondamentaux, avant d'avoir une mise en perspective finalement de notre méthode des 3 R, relire, relier et réinventer la diversité de nos modèles, et bien intégrer finalement les faits marquants, les faits saillants d'un programme quinquennal à un autre, avant d'entendre nos intervenants qu'on est ravis d'accueillir avec les regards croisés du comité 21, de l'IFMA, de l'ADASI et de la Fondation GRDF, et quelques mots sur la nouvelle approche du cycle 2023. Alors, sans plus attendre, Charles Benoît, je vous invite finalement à nous remettre en perspective la recherche empirique avec les fondamentaux de ces modèles socio-économiques. Merci Yann, bonjour à tous et tous mes voeux pour 2023, que ce nouveau millésime fasse rimer espérance avec confiance, c'est tout ce que nous pouvons nous souhaiter. Alors effectivement, peut-être revenir sur les résultats de 14 ans de cheminement et de recherche empirique pour arriver à cette simple mais utile définition des modèles socio-économiques, ou plus exactement de tentative de définition d'un concept qui est naturellement multifacette et que l'on ne peut pas enfermer. Simplement peut-être de revenir à la racine de la racine, et c'est-à-dire au mot économie lui-même, puisque l'économie, c'est l'équilibre de la maison. Et ce que nous avons travaillé durant ces 14 ans, c'est que de la même façon qu'on ne peut pas réellement définir l'intérêt général, mais on peut en comprendre les piliers fondamentaux, eh bien, il en va de même avec l'économie, et on peut résumer les piliers fondamentaux du modèle socio-économique sur 3 éléments majeurs. Quelles sont les richesses humaines sur lesquelles repose la capacité d'action d'une organisation, qu'elle soit publique ou privée? Quels en sont ces leviers de financement, la diversité
finalement des ressources qu'elle peut disposer pour pouvoir mettre en œuvre son projet. Et puis le troisième, et c'est en cela que cette question des modèles socio-économiques a apporté un éclairage extrêmement intéressant depuis une quinzaine d'années, c'est le troisième pilier, celui des alliances stratégiques, c'est-à-dire de son interaction avec son écosystème, puisque bien évidemment, aucune organisation publique et privée n'a de sens si elle n'est pas intégrée dans l'écosystème dans lequel elle évolue. Et donc, cette tentative finalement de définir une notion de ce modèle socio-économique est au cœur, nous allons le voir, de la capacité à pouvoir conduire les actions de la transformation. Alors, une fois qu'on a dit ça, la deuxième étape a bien évidemment été de pouvoir définir quelle est la diversité de ces modèles socio-économiques, puisque dans notre écosystème, bien évidemment, il existe de très nombreux acteurs qui reposent sur des modèles différents. Et les modèles différents peuvent se résumer en 7 modèles complémentaires, 3 modèles d'économie productive, qu'elle soit celui de la famille, de la personne, qu'elle soit celui de l'entrepreneuriat ou qu'elle soit celui financier, finalement, représentent 3 modèles différents d'économie productive. De l'autre côté, on connaît bien évidemment, l'économie de redistribution, celle qui donne à l'acteur public la capacité de pouvoir avoir les moyens d'investir dans l'intérêt général. Et puis, nous avons focalisé bien évidemment notre attention sur 3 modèles hybrides par nature, celui des services publics, celui de l'enseignement supérieur et de la recherche, et celui donc de l'économie de la connaissance, et celui de l'économie de l'engagement, des structures d'intérêt général. Et ce qui est très intéressant, c'est que en comprenant quelle est la variété de la richesse humaine, de leur levier financier, de leurs alliances stratégiques, leur mode de relation avec leurs partenaires, on comprend pourquoi ces différentes économies relèvent de droits et de devoirs différents, parce que quelque part, elles ne reposent pas sur les mêmes fondamentaux. Et c'est cette diversité des modèles socio-économiques qui est une richesse qui est beaucoup trop méconnue aujourd'hui en France. On a eu des grandes discussions avec nos amis de la Banque de France sur le sujet, sur l'inculture que nous avons malheureusement, sur la dimension économique que l'on confond trop souvent avec sa financiarisation. Et c'est d'autant plus dommage de ne pas comprendre cette diversité, cette articulation des 7 modèles, parce que c'est dans cette articulation, dans ces interactions, que l'on peut réinventer un certain nombre d'éléments, un certain nombre de modèles et surtout créer plus de valeur et de frugalité. Alors, c'est en 2015 que, quelque part, nous avons pu passer à une nouvelle étape de cet éclairage sur l'émergence de l'économie de l'alliance, puisque pour pouvoir définir finalement, pour pouvoir la caractériser, encore fallait-il avoir un cap et un cadre systémique qui nous permettait d'appréhender l'ensemble de nos enjeux collectifs. Or, vous savez tous que la grande force de l'agenda 2030 des objectifs de développement durable, c'est pour la première fois d'avoir offert un cadre systémique, pas de processus, mais d'objectifs avec un cap à 2030 qui nous impacte tous, qui nous concerne tous, et donc sur lequel tout acteur, tout domaine, tout territoire est concerné. Et alors, bien évidemment, la notion d'économie passerelle, d'économie de l'alliance que nous avions évoquée lors des assises de l'entrepreneuriat en 2013 prend tout son sens, puisque dans ces objectifs de développement durable, l'ODD 17 est bien là pour nous rappeler que sur un certain nombre de sujets, l'économie productive d'un côté et l'économie redistributive de l'autre et l'économie de l'engagement ne suffisent pas et qu'il est nécessaire pour un certain nombre de cas les plus complexes d'inventer une capacité à faire ensemble. Et ça, c'est là où on voit très bien que l'émergence de cette économie d'alliance, elle avait besoin d'un cadre et d'un cap institutionnel que l'agenda 2030 au niveau international a permis de poser. Et c'est à partir de là que l'on peut réellement montrer et démontrer et mesurer combien cette alliance est créatrice de valeur d'une part, de frugalité d'autre part, et qu'elle permet d'incarner ce que nous allons appeler aujourd'hui l'ODD 17 en pratique.
Alors, il est bien important de pouvoir avoir posé tous ces modèles théoriques à partir de la pratique de terrain, mais il est plus important encore de faire la pédagogie de cette économie de l'alliance. Et pour cela, il y a 3 éléments qui ont été déterminants ces 7 dernières années. D'abord, de pouvoir travailler sur une sémantique partagée. Depuis 2012, le Rameau travaillait sur ce que nous avons appelé un dictionnaire des praticiens, et ce dictionnaire des praticiens a été publié à partir de 2018, notamment dans un rapport du Conseil supérieur à l'ESS, et puis depuis dans un certain nombre de publications qui ont été faites pour justement nous entendre sur les mots et sur la polysémie des mots, c'est-à-dire que bien évidemment, personne ne peut nécessairement prétendre avoir une définition unique sur un sujet, mais si nous ne sommes pas d'accord sur la sémantique, nous ne pouvons pas co-construire. Cette étape étant passée, l'élément suivant est essentiel, et depuis 2014, et notamment grâce à l'investissement conséquent que la Fondation Bettencourt-Schuller avait mis à ce moment-là, nous avons pris 7 ans pour inventer une approche pédagogique adaptée qui repose sur 3 piliers. D'une part, bien sûr, un savoir empirique qui doit être qualifié par la pratique, qui doit être mesuré scientifiquement et qui doit être illustré dans sa diversité des pratiques pour permettre à chacun de se repérer. Il faut que le savoir soit légitime pour être partagé. Il serait dangereux sur un tel sujet de trop vite vouloir conceptualiser ou partager des éléments qui n'auraient pas été vérifiés dans la durée et dans la pratique. C'est pour ça que tous les travaux engagés sont nécessairement, après 7 ans d'observation et d'expérimentation de terrain, pour être certain que ce n'est pas simplement un vague événement, mais c'est quelque chose de très concret qui s'incarne dans la pratique des organisations. À l'opposé, la question de la modélisation des pratiques des pionniers pour en comprendre à partir des signaux faibles comment ces pionniers ont pu mettre en œuvre leurs premières pratiques est l'élément déterminant, le deuxième pilier de cette approche pédagogique. Mais, et j'insisterai dessus, nous avons compris durant ces 7 années de réflexion sur la pédagogie adaptée de cette ODD 17 en pratique, l'importance de ce que nous avons appelé la démarche MEDOC, MEDOC comme un traitement, bien sûr, comme un médicament, mais surtout qui veut dire l'importance de pouvoir donner également des méthodes, des exemples, des données précises, des outils et des compétences, et de permettre à chacun de faire sa propre expérience des méthodes pour se former, pour s'informer et pour agir efficacement. Il n'est pas possible d'avoir une pédagogie universelle parce que non seulement les profils d'acteurs ne sont pas les mêmes, non seulement les objectifs ne sont pas les mêmes, non seulement les moyens ne sont pas les mêmes, mais les maturités ne sont pas les mêmes et les envies ne sont pas les mêmes. Donc il serait illusoire de vouloir avoir une formule universelle de pédagogie de cette économie d'alliance. Nous avons bien une nécessité à inviter chacun à faire sa propre expérience. Comme nous le disons souvent, l'alliance se vit plus qu'elle ne se dit. Et ça, c'est un deuxième élément très important. Mais le troisième, bien évidemment, c'est comment donner accès et co-construire une boussole commune qui devienne un commun pour tous. Et pour cela, 4 éléments essentiels, une vitrine institutionnelle. Et vous savez que depuis la mission ministérielle sur l'accélération des alliances d'intérêt général entre associations, entreprises et collectivités territoriales, une vitrine a été mise, l'espace Alliance et Territoire, sur association.gouv.fr. Nous avons bien évidemment besoin de capitaliser l'ensemble des travaux qui peuvent exister et nous avons fait ce travail aussi en commun avec la plateforme ODD, avec la plateforme ODD17.org et tout le travail que nous menons notamment avec le comité 21 sur cette connaissance des ODD 17 et puis précisément sur la question des modèles socio-économiques, tout le travail remarquable que le secteur de l'environnement a fait avec la plateforme Trajectoire socio-économique est la deuxième condition, bien évidemment, de cette boussole commune. Le troisième élément, c'est de pouvoir
montrer, rendre lisible, visible les parcours pédagogiques, les démarches méthodologiques qui permettent à chacun, selon son niveau de maturité, de pouvoir s'intégrer dans cette dynamique. Et la dernière, bien évidemment, c'est de pouvoir animer ce savoir. Et c'est la raison pour laquelle, avec la JELVA, nous avons lancé à partir de octobre 2020 ces webinaires mensuels. Mais je rappelle aussi que ça s'intègre dans l'animation du savoir, dans le partenariat stratégique mis en place avec Juris Association depuis 2013, où chaque année, nous publions un dossier annuel spécial sur les modèles socio-économiques d'intérêt général tous les 15 juillet depuis 2013. Voilà la démarche apprenante de 14 ans pour pouvoir co-construire finalement un système de partage de connaissances qui est fondé sur le principe de bien commun, et j'allais presque dire de lien commun, de tous impactés, tous concernés, donc nous devons nous attacher à ce que nous soyons tous outillés. Alors voilà aujourd'hui l'ensemble, Yann, des fondamentaux qui sont mis à disposition de chacun pour que chacun puisse faire sa propre expérience et définir son propre chemin vers 2030. Merci Charles Benoît pour ce rappel très bienvenu. Dans un second temps, il va s'agir de relire, de relier, de réinventer la diversité de nos modèles, autrement dit de rentrer un petit peu plus finalement dans la mécanique qui est à l'œuvre. Je vous invite à nous en dire plus. Alors oui, parce qu'effectivement, pour comprendre la puissance de ces fondamentaux et surtout finalement de comprendre leur intérêt, il est intéressant de plonger maintenant dans tout le cheminement qui nous a amenés à ces conclusions. Parce que, bien évidemment, quand on voit une maison toute construite, on a besoin de comprendre la solidité de ses racines. Et c'est pour ça que le principe de recherche empirique du Rameau repose sur ces 3 R, relire son passé, savoir le relier à nos enjeux, à nos défis collectifs pour réinventer le présent. Alors, relire notre cheminement de recherche empirique est important en l'occurrence puisque sur la base de ces 3 piliers, richesse humaine, financement et alliance, en 2009, nous avons la convergence, la congruence de 3 de nos partenaires qui nous invitent à aller plus loin sur cette question des modèles socio-économiques. Là, nos amis de la Caisse des dépôts, avec lequel, dès 2008, nous passons à un partenariat stratégique, nous créons ensemble l'Observatoire des partenariats, mais surtout, nous nous questionnons sur quel est l'impact des alliances sur les modèles socio-économiques d'intérêt général. Et ça, nous l'avons particulièrement vu dès 2007 avec nos amis de l'AFM Téléthon, aux côtés de Laurence Sino-Herman, sa présidente. On était en 2007 au grand virage des traitements et l'AFM Téléthon avait conscience que le modèle socio-économique sur lequel l'association avait réussi à faire toute la R&D sociétale sur les biothérapies génétiques et cellulaires allait devoir inventer un nouveau modèle socio-économique jusqu'à la production du médicament. Et donc, nous avions la chance d'être aux premières lignes de travailler avec l'AFM Téléthon sur ce modèle socio-économique dès l'époque. Et puis, le directeur général de la Croix-Rouge française est venu nous voir en 2009 en nous disant « Mais le modèle socio-économique de la Croix-Rouge française, il y a à la fois 80 métiers, une diversité de modèles qui se rencontrent, mais au bout du bout, il n'y a qu'un seul équilibre économique. Il n'y a qu'un seul modèle de la maison. Comment articuler la diversité de ce modèle pour pérenniser l'équilibre global de la grande maison qu'est la Croix-Rouge française, dont je rappelle, ce n'est pas seulement une association, c'est un auxiliaire des pouvoirs publics, c'est-à-dire tout pays qui signe la Convention de Genève s'oblige à avoir à ses côtés comme copilote une Croix-Rouge ou un Croissant-Rouge selon les pays pour pouvoir aider les institutions à cheminer sur les questions sociales et humanitaires. Et ce triptyque de demandes nous a fait lancer notre programme de recherche sur les modèles socio-économiques, sur la spécificité des modèles socio-économiques d'intérêt général. Et nous avons eu 2 grandes phases, 2009-2015 d'abord, sur les modèles des différents profils d'acteurs, comprendre la diversité de ces modèles socio-économiques, de ces 7 modèles que je décrivais tout à l'heure, et puis à partir de ce que j'appellerais
l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché de cette question des alliances à travers l'ODD 17 de l'agenda 2030, eh bien, nous sommes passés, bien évidemment, à la compréhension des modèles écosystémiques de ces mêmes modèles socio-économiques, comment ils s'articulent entre eux. Quelques dates qui sont importantes. 2013, comme je le disais tout à l'heure, ce sont les assises de l'entrepreneuriat et dans le groupe 5, qui est sur l'entreprise responsable, se pose la question de l'émergence de cette économie passerelle qu'on appelle aujourd'hui économie d'alliance et qui finalement va susciter tout un travail, tant du côté des acteurs de l'ESS que du côté de l'acteur du MEDEF, qui va permettre d'avoir notamment en 2016 une demande pour avoir une réflexion sur le droit d'alliance d'intérêt général. Nous pourrons y revenir sur ce point. En 2014, au moment où s'écrit la loi ESS, le G10, un organe regroupant une diversité d'experts, propose au mouvement associatif de porter ensemble une note sur la spécificité des modèles d'intérêt général pour comprendre finalement la richesse de ce tissu associatif qui ne se limite pas à un seul modèle, mais qui justement est riche de la diversité de ces modèles. Et c'est la note de janvier 2014, largement partagée depuis sur le sujet. En 2015, le président du CESE d'alors, Jean-Paul Delevoye, nous reçoit pour présenter les résultats de notre modèle d'investisseur sociétal qu'on aura notamment largement testé avec nos amis d'AG2R Mondial, de Renault, d'Engie, pour pouvoir comprendre finalement comment un investisseur accompagne l'innovation sociétale, dont je rappelle que l'innovation sociétale n'est pas seulement sociale, c'est-à-dire finalement inventer une nouvelle réponse par rapport à un besoin, mais elle est aussi territoriale, c'est-à-dire qu'elle se réinvente localement, d'où en 2016 le travail que nous avons sur finalement la compréhension de cette articulation avec les territoires et notamment le programme de recherche dans lequel nous serons impliqués avec le FONGEP sur la compréhension du rôle des têtes de réseau de proximité départementale, régionale, va avoir un élément essentiel pour comprendre la chaîne de commandement qui va du national au local. Et puis nous aurons bien évidemment en 2018, avec les catalyseurs territoriaux, la création de cette plateforme pédagogique sur l'innovation territoriale en action pour montrer à quel point les acteurs des territoires, et notamment des petits et moyens territoires, sont absolument essentiels. Et à partir de là, les travaux que nous mènerons, notamment avec l'ANPP, pour montrer la capacité des territoires ruraux à être force d'innovation, va être totalement structurante sur le sujet. Et c'est ce qui a amené notamment toute la question sur le financement de cette ingénierie locale. Et puis en 2019, sous l'égide et en présence du secrétaire d'État à l'engagement, Gabriel Attal, eh bien, nous publions le référentiel sur la diversité des modèles socio-économiques et le ministre insistera sur un point essentiel, ne confondons plus les modèles d'utilité sociale et les modèles d'intérêt général. Ce ne sont pas les mêmes modèles. Le ministre insistera sur ce sujet-là et un mois plus tard, nous confiera à la députée Cathy Racon-Bouzon et moi-même une mission ministérielle pour comprendre la spécificité de ces alliances d'intérêt général au plus près de nos territoires pour répondre ensemble à cette économie d'alliance. Et bien évidemment, vous savez, ceux qui ont suivi les webinaires depuis 3 ans, que nous attendions avec impatience les résultats de cette étude d'impact de l'ODD 17 à l'échelle de la France et de ses régions. Ça a été 21 unités statistiques, ça a été plus de 1000 exemples recensés pour montrer la diversité des domaines, des acteurs, des actions qui étaient engagées dans cette logique-là. Et puis surtout, ça a été 7 débats nationaux et 50 débats territoriaux pour pouvoir montrer que cette question de l'ODD 17 en pratique n'était plus un rêve, mais une réalité en France et qu'il fallait la valoriser parce qu'elle restait sous les radars. Et donc, 14 ans ont été nécessaires pour éclairer cette question de comment assurer l'équilibre économique à la fois des acteurs et des actions, des innovations et des investissements d'intérêt général, puisque telle était la question de base posée par la Croix-Rouge française en 2009. Alors, quelque part, on va un peu plus vite,
quelque part, une fois qu'on a relu notre histoire, il est important de le relier à nos défis communs. Que pose l'agenda 2030 lorsque, en 2015, les 193 pays des Nations Unies signent cet accord historique à l'unanimité qui nous fixe un cap, l'agenda 2030, mais aussi un cadre avec une question collective structurante. Comment allons-nous assurer la souveraineté des pays? Comment allons-nous investir demain? Avec quelle technologie? Avec quel transfert de savoir-faire? Quel est notre commerce demain au niveau mondial? C'est ça l'ODD 17. Ça n'est pas simplement des partenariats multi-acteurs. C'est la question de comment allons-nous faire système ensemble et comment allons-nous trouver de nouveaux équilibres qui permettent à chacun d'avoir sa place dans l'avenir de demain. Et ce qui est très important dans ce cap et dans ce cadre, c'est qu'il ne place plus des gens qui seraient les gens du Sud qui vont aider les pauvres gens du Sud, les gens du Nord qui vont aider les pauvres gens du Sud. Nous sommes tous dans le même bateau pour inventer les réponses face à ce cap et à ce cadre qui nous engage tous. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces nouvelles solutions? Eh bien, elles doivent comporter trois réponses simultanées. Comment réduire les fragilités, tout en faisant émerger de nouveaux moteurs économiques durables? On ne peut pas réduire une fragilité si on n'a pas d'équilibre de la maison. Et troisième point essentiel, comment assurer la cohérence et la cohésion d'ensemble? Parce que nous devons embarquer chacun d'entre nous. Et c'est là où le passage de l'entre-soi à l'entre-tous correspond bien à la notion d'intérêt général inventée en France il y a 1500 ans. Quelque part, cette question de comment inventer ce que personne ne peut faire seul est bien une question d'intérêt général. Et elle nous questionne tous sur les questions fondamentales de trouver de nouveaux équilibres, de réinventer les articulations pour marcher. Et nous savons tous que pour marcher, l'articulation essentielle, c'est le genou. Et ça tombe bien, parce que c'est comment on n'oppose plus le je et le nous. S'il n'y a pas un équilibre, nous ne pourrons pas durablement avoir une planète vivante. Et donc l'ODD 17 invite à une nouvelle philosophie de l'action pour inventer ensemble ce qu'aucun ne peut faire seul. C'est la fin des arrogances que nous avions prédit en 2016 dans le livre Bien commun vers la fin des arrogances, et de pouvoir impulser ainsi le pari de la confiance. Avant la Covid, tout ça pouvait paraître des mots. Après la Covid-19, c'est une réalité bien incarnée dans nos vies quotidiennes, quel que soit l'endroit du monde où nous nous plaçons. Nous sommes confrontés aux mêmes défis communs. Il n'y a pas deux bateaux, il n'y en a qu'un. Et la question du genou pour marcher ensemble est un élément essentiel. C'est tout la question de comment nous allons réinventer nos équilibres économiques, en partant, bien évidemment, des leviers d'activation de l'intérêt général qui ont été parfaitement qualifiés. Une vision partagée, une gestion régulatrice, une capacité d'action collective transformatrice valorisée. Et donc, elle nous demande à chacun d'entre nous, individuellement, de nous poser trois questions au niveau de la gestion de nos propres systèmes de gestion. Comment piloter la transformation de nos modèles? Au niveau de notre propre action, comment mobiliser les énergies nécessaires pour agir? Et au niveau de notre propre vision, comment se positionner dans un écosystème de plus en plus complexe, de plus en plus mouvant et sur lequel l'incertitude est devenue une certitude? Eh bien, nous devons finalement apprendre à piloter nos modèles socio-économiques, l'équilibre de nos maisons, parce que c'est le moyen de redonner du sens, tant dans la dimension de direction que dans la direction de valeur, à une action qui est en cohérence avec l'intérêt général pour que nous soyons nous-mêmes durables.
Alors, qu'est-ce que nous avons trouvé durant ces 5 dernières années? Eh bien, en synthèse, sur le système de gestion, c'est que les leviers pour transformer les modèles socio-économiques peuvent être autour de 7 leviers d'investissement dans l'ingénierie d'alliance. Et dans le cadre de la mission ministérielle, nous avons pu, et de sa feuille de route pour la mettre en œuvre, parce qu'une chose est de faire un rapport, une autre plus importante encore, et d'avoir été durant 2 ans et demi aux côtés de la DIAPVA pour pouvoir mettre en œuvre la feuille de route ministérielle. Et nous avons pu le faire avec notamment le fonds DD17 qui a testé les 7 leviers qui pouvaient, 3 d'entre eux, aider à monter en compétences. Bien sûr, financer cette ingénierie d'alliance, mais aussi comment activer et accélérer ces alliances d'intérêt général. Les leviers ont été testés et l'investissement dans l'ingénierie d'alliance, si vous avez un coefficient 1,3 au lieu d'avoir les stupides coefficients 1,1 qu'on a d'habitude, c'est à la fois 2 fois plus frugal, 3 fois plus durable, avec un effet de levier de 1 à 7. C'est cela l'ingénierie. Plus on investit, plus on crée de la valeur et plus c'est frugal. Et pas l'inverse qu'on a cru pendant des années qu'en supprimant le ciment de nos maisons, les pierres allaient tenir tout seules. Comment avons-nous pu être aussi stupides durant autant de temps? L'ingénierie n'est pas un coût, l'ingénierie est un investissement. Les femmes et les hommes ne sont pas des coûts, les femmes et les hommes sont des investissements. Et donc, quelque part, notre question à réinvestir, la montée en compétence de chacun d'entre nous, de pouvoir financer les projets d'innovation sociétale et de pouvoir accélérer ces alliances d'intérêt général, nous en connaissons les leviers, à nous de les activer. Deuxième question, plus complexe. Comment on peut gérer cette innovation sociétale en pratique? Et là encore, facile de dire innovation. Il faut commencer par la définir, mais il faut aussi tester ces modèles qui vont derrière. En 14 ans, ça a été 100 millions d'euros qui ont été investis dans 51 projets au niveau national, dans une cinquantaine de projets au niveau territorial, pour associer innovation sociale et innovation territoriale, et qui nous ont permis de retrouver des éléments de sens à la fois à quel est le modèle socio-économique d'intérêt général, sur quoi il repose, comment on peut valoriser, au sens donner de la valeur économique à un modèle d'intérêt général qui n'est pas nécessairement un modèle d'utilité sociale, qui n'est pas dans la partie droite de votre schéma, c'est-à-dire, effectivement, si je décide d'être un opérateur d'utilité sociale, et bien sûr, là aussi, nous avons travaillé notamment sur les diversités des partenariats pour y répondre. Mais si nous n'avons pas des modèles d'intérêt général qui ont leur spécificité et que nous n'investissons pas dessus, c'est comme dans la recherche, si on croit qu'on peut faire de la recherche appliquée sans recherche fondamentale. Et nous avons oublié cet élément essentiel. Pour construire l'avenir, il faut investir dans la recherche fondamentale. Dans la R&D sociétale que nos structures d'intérêt général font, nous avons réussi à montrer et à démontrer, grâce à ces travaux, la valeur que ça avait, la valeur que ça doit recevoir. Et puis, dans la phase que nous connaissons tous, c'est que entre la R&D sociétale et le déploiement, il y a cette phase difficile pour tous ceux qui ont vécu une innovation que celle de la modélisation. On croit tous que entre la preuve de concept et l'AMM, il est immédiat de faire l'un à l'autre. Pas du tout. Ce modèle d'investisseur sociétal, ce temps long de la modélisation, il faut que nous prenions le temps de l'investir. Pourquoi ? Parce que nous connaissons les modèles d'intérêt général, nous connaissons les modèles d'utilité sociale. Mais entre les deux, le modèle de modélisation, c'est un modèle à réinventer. C'est là d'ailleurs où l'économie de l'alliance a le plus de sens. C'est là où nous avons demandé et déposé un projet de loi sur le droit d'alliance d'intérêt général. C'est essentiel de pouvoir travailler sur la diversité de ces 3 modèles socio-économiques si nous voulons pouvoir accompagner durablement les innovations sociétales de leur naissance à leur déploiement à grande échelle. Le 3e élément sur la vision va nous permettre, durant les 5 prochaines années, d'ouvrir un débat passionnant. Comment peut-on aller de l'actif à l'impact? Comment peut-on aller de l'actif à l'envie? Comment peut-on expliquer qu'une organisation, ce n'est pas simplement un processus, mais c'est un organisme vivant dans lequel le lien avec son écosystème crée de la valeur? Eh bien, nous avons modélisé, et c'est le fruit qui marque à la fois la fin
du programme Impact et le début du programme Écosystème, dans lequel je vais venir dans un instant, eh bien, de proposer un mix des deux, c'est-à-dire qu'est-ce qui provient de l'organisation elle-même, de qu'est-ce qui provient de l'écosystème dans lequel elle est et comment ces interactions sont valorisées. Et ça, c'est un élément déterminant parce que si nous reconnaissons réellement que l'équilibre de la maison repose sur les alliances, ça veut dire que nous devons intégrer à tous les niveaux, au niveau de l'actif, au niveau du modèle économique, au niveau de la chaîne de valeur, au niveau de la proposition de valeur et au niveau de la reconnaissance des enjeux, notre capacité à avoir non seulement le regard interne de l'organisation, mais aussi le regard externe de l'écosystème. C'est bien dans ce dialogue fécond que l'on peut vraiment parler d'impact et pas simplement en se regalant le nombril en disant « regardez comme je suis beau ». Et donc cette modélisation économique de l'économie de l'alliance qui réintègre ce dont, sans en avoir conscience, nous avons besoin pour pouvoir produire chacun d'entre nous, les produits, services, de pouvoir travailler, de pouvoir apporter des solutions, de pouvoir répondre aux besoins de nos enjeux communs, eh bien, nous avons besoin de rajouter à la traditionnelle balance scorecard, dont vous retrouvez là les éléments, les briques en bleu, de rajouter ces briques vertes qui sont celles qui proviennent de notre écosystème pour être en capacité de mesurer non plus seulement l'action de chacun, mais l'interaction entre tous. C'est ça une véritable approche systémique, c'est ça une véritable capacité à comprendre l'impact de chacun d'entre nous dans notre écosystème. C'est la modélisation économique que nous avons finalisée après 3 ans de travail, et notamment avec un investissement du fonds ODD17 pour pouvoir bien comprendre ces différences. Et c'est un élément que nous allons bien évidemment mettre en partage sur les 5 prochaines années pour pouvoir en débattre avec chacun d'entre nous. Alors justement, peut-être est-il temps de pouvoir parler de nos programmes quinquennaux. Merci Charles Benoît. Vous venez effectivement de mentionner le programme Impact qui s'est tenu de 2018 à 2022. Est-ce que vous pouvez nous en rappeler les éléments et commencer à tracer les perspectives du prochain programme quinquennal? Alors effectivement, l'enjeu de ces programmes quinquennaux, vous le savez, c'est d'éclairer les changements systémiques. Et le programme Impact 2018-2022, dont le colloque du 3 novembre que nous avons organisé avec l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, a marqué la fin de ce programme. Et vous aurez en synthèse de tout ce travail de 5 ans qui a pu démontrer, qui a pu mesurer, qui a pu illustrer les impacts de cette ODD17 en pratique, à la fois sur la performance, sur l'innovation et la confiance. Vous aurez le 26 janvier prochain, il n'y a plus qu'une semaine à attendre, dans le prochain jeudi de l'ODD17, celui de la semaine prochaine, vous aurez le dernier cahier de recherche, le cahier de recherche conclusif, ODD17, les leviers du changement systémique, voilà qui conclura 5 ans de cheminement commun pour pouvoir comprendre, pour pouvoir mesurer et pour pouvoir illustrer les impacts de se faire alliance en termes de confiance, d'innovation et de performance. Alors nous ouvrons aujourd'hui même le nouveau programme Écosystème qui sera 2023-2027 sur la base justement de cette modélisation empirique. Je rappelle qu'en 2018, les 3 impacts des alliances étaient un constat empirique et qu'en 5 ans, nous sommes passés du constat empirique à la démonstration scientifique. Nous voulons faire le même exercice. Nous voulons faire le même exercice avec Programme Écosystème, et ce que je viens juste de montrer en dernier lieu, cette balance scorecard de l'économie de l'alliance, eh bien, nous en avons expliqué les modalités dans un rapport de recherche CAP 2030 vers de nouveaux équilibres économiques qui sera rendu public le 28 mars prochain. Le 28 mars n'est pas un hasard, ce sera le 3e séminaire de recherche annuel avec l'Institut pour la recherche, où nous invitons 120 chercheurs français chaque année depuis 3 ans maintenant à partager les fruits de cette co-construction du bien commun, et ce rapport leur sera remis à ce moment-là. 2 publications donc pour inviter à conduire ce cheminement systémique, ce que nous savons déjà, les impacts du faire alliance, et ce sur quoi nous allons travailler,
cette fameuse capacité à aller de nos actifs à nos impacts. Alors, pour pouvoir présenter ce programme, il faut rappeler l'enjeu et l'approche qui a été annoncé le 3 novembre dernier lors de ce colloque sur les impacts de l'ODD 17. D'abord, l'enjeu, nous l'avons dit et je le redis, c'est d'inventer notre genou. C'est d'inventer notre articulation pour marcher vers l'agenda 2030. Donc, l'articulation entre mon modèle socio-économique et la capacité systémique à répondre aux enjeux de développement durable. C'est bien dans cette articulation du je et du nous que se trouve finalement la capacité à agir ensemble de façon durable, pérenne et pertinente. Alors, quelle est l'approche que nous avons retenue pour les 5 ans à venir? Eh bien, nous allons observer et expérimenter les articulations et les effets de taille des liens qui existent entre les territoires et les organisations. Et de la même façon que nous connaissons bien les TPO, les PMO, les ETO et les grandes organisations, donc de la toute petite organisation à la grande organisation, nous avons segmenté, grâce à l'étude impact avec les élus locaux, avec les tout petits territoires, les moyens territoires, les territoires de taille intermédiaire, les grands territoires. Et ce que nous allons vérifier durant ces 5 prochaines années, c'est les articulations entre le je et le nous. Est-ce qu'il y a un lien d'effet de taille entre les petits nous et les grands jeux et les petits nous, et inversement? Et donc, nous allons jongler sur cette capacité à regarder l'alchimie qui existe entre un territoire, les projets qui en émergent, et les femmes et les hommes qui le constituent pour pouvoir entretenir ces projets. Et c'est bien ça qui constitue le programme écosystème. C'est cela qui va être progressivement découvert durant toutes les 5 prochaines années à partir de ce rapport de recherche dont je viens de parler il y a un instant. Alors, bien sûr, ce programme, comme le programme Impact, ne se fait pas seul. Et tout l'enjeu, c'est le compagnonnage des alliés qui progressivement vont rejoindre cette réflexion sur ce sujet. Nous avons choisi aujourd'hui de pouvoir remettre très officiellement cette connaissance empirique, ce rapport vers de nouveaux équilibres économiques à 4 de nos compagnons de route qui ne sont pas là par hasard et que vous allez entendre dans un instant nous parler de leurs convictions sur l'importance de ces nouveaux équilibres. Chacun d'eux représente un point cardinal pour nous. Je commencerai par le comité 21 et l'intuition fabuleuse que 3 femmes ont eue de pouvoir inventer pour le développement durable ce que Henri Dunant avait inventé pour le social et l'humanitaire, c'est-à-dire une forme d'auxiliaire des pouvoirs publics qui, en mobilisant l'ensemble des parties prenantes, peut éclairer les institutions en étant à côté de l'institution, en étant un éclaireur de l'institution et en permettant à ces institutions de comprendre, qu'elles soient au niveau local, régional, national, international, tout l'enjeu de cette articulation entre la société civile, le pouvoir d'agir des personnes et puis bien évidemment les écosystèmes institutionnels. Le comité 21, depuis maintenant plus de 20 ans, a combat jour après jour pour nous faire reconnaître l'importance d'être dans cette vision systémique, et c'est sans doute ce qui a permis aux institutions françaises progressivement de s'approprier cette question, notamment de l'agenda 2030 qui avait été un peu le grand oublié de nos politiques publiques pendant quelques années. Merci pour le travail depuis 2018 que nous menons côte à côte avec le comité 21, et c'est la raison pour laquelle, très officiellement aujourd'hui, nous souhaitions remettre modestement ces travaux sur les modèles socio-économiques, d'autant plus que, conformément au rapport prospectif qui a été publié en 2020 sur la grande transformation, le comité 21 a engagé un travail de fond sur la refonte, non pas seulement des modèles socio-économiques, mais plus largement des modèles de chacun des acteurs
de notre écosystème. C'est un travail remarquable. J'ai moi-même pu participer à quelques réunions de travail et c'est absolument essentiel d'éclairer nos institutions du local à l'international sur ce qui se passe dans la vraie vie, dans l'action au quotidien. Deuxième acteur, deuxième écosystème, celui de la recherche. Qui d'autre que l'IFMA, l'Institut français du monde associatif, pour témoigner de l'importance de rapprocher la connaissance théorique et la connaissance pratique des acteurs d'intérêt général qui, tous les jours, défrichent de nouveaux modèles. Comment associer ces deux formes de connaissances que sont la connaissance académique essentielle, garant de la qualité et de la connaissance commune, avec cette connaissance pragmatique que tous les jours, les associations d'intérêt général vivent en se préoccupant des personnes et des territoires les plus fragiles d'entre nous. Et donc, c'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je remettrai à compagnon de route, qui est Florian Covelli, qui a en plus l'avantage dans ses cheminements précédents de partager notre enjeu sur les territoires, sur la partie essentielle que c'est l'action se voit, se constate sur les territoires, et c'est en cela que, avec le comité 21, nous partageons réellement cette même conviction que pour comprendre les transformations systémiques, il faut aller regarder au plus près de nos actions de territoire, parce que le territoire, c'est l'intérêt général à portée de main. Vous l'avez parfaitement, cher Florian, qualifié dans vos fonctions précédentes à la Fondation de France, et c'est peut-être cela qui vous a donné l'envie d'aller plus loin encore dans la relation entre ces deux grands acteurs du savoir, qui est le savoir académique et le savoir empirique. Vous réconciliez enfin, un siècle après, Auguste Comte et Henri Bergson. Merci, merci pour pouvoir pallier à un siècle de stupides combats qui enfin vont pouvoir être réconciliés. Ensuite, la question de l'accompagnement au plus près des réalités de nos structures et acteurs d'intérêt général, bien évidemment, à qui d'autre qu'à l'ADELSI, qui depuis 2008 est à la capacité de pouvoir comprendre à travers l'expérimentation quelles sont les spécificités de ces acteurs et comment en accompagner la stratégie en tenant compte du sujet. Et chère Caroline, qu'il me soit permis de rappeler le compagnonnage que nous avons la chance de faire depuis 2008. Vous êtes l'incarnation de notre première réussite d'avoir co-construit avec le mouvement associatif, avec les métiers du conseil en stratégie management, avec l'AVIS, avec la Caisse des dépôts, avec la GEDVA, d'avoir réussi à faire émerger un dispositif collectif d'accompagnement à la stratégie des acteurs et des actions d'intérêt général. Chère Caroline, quelle joie de vous remettre ces travaux sur le modèle socio-économique auxquels vous avez très largement contribué, parce que votre expérience de terrain dans le concret du dialogue avec les gouvernances des 500 organisations d'intérêt général que vous avez accompagnées depuis 2008, eh bien évidemment, vous étiez celle qui pouvait incarner l'importance de remettre aux acteurs de l'ingénierie toute cette connaissance partagée et capitalisée ensemble. Enfin, last but not least, il a été difficile de choisir le partenaire de route, le compagnon de route qui incarne les investisseurs sociétaux tellement ils ont été nombreux à nous faire confiance et à cheminer avec nous. Alors, pourquoi avoir choisi la Fondation GRDF? Peut-être en petit clin d'œil à sa déléguée générale, qui n'est autre que la fondatrice de la Fondation GRDF. Vous aurez vu que pour chacun des 4 compagnons de route, nous avons choisi les fondateurs. Pas seulement ceux qui sont les gestionnaires ou les managers, mais ceux dont l'esprit, le sens de l'intérêt général leur a imposé de créer une structure, parfois contre vents et marées, pour pouvoir justement incarner cette réalité de l'ODD 17 en pratique. Et cher Frédéric Lemonnier, vous savez combien, là aussi, dans vos missions précédentes, et notamment dans vos combats pour faire reconnaître, bien avant 2015, l'importance du territoire, nous n'étions pas très nombreux à porter cette logique de comprendre le territoire.
Et je voudrais juste citer une anecdote qui m'avait marqué. Lorsque nous avons, en 2016, organisé à Convergence le croisement des regards des investisseurs sociétaux sur le côté indispensable d'accompagner, d'évaluer les innovations sociétales, eh bien, le commissaire général à l'investissement de l'époque, Louis Schweitzer, avait dit un investisseur qui n'investit pas dans l'accompagnement et dans l'évaluation est un mauvais investisseur. Et souvenez-vous, cher Frédéric, vous m'aviez dit après, et nous étions d'accord, il aurait pu rajouter un investisseur qui n'a pas compris que c'est sur les territoires que s'inventent les solutions de demain est un mauvais investisseur. Aujourd'hui, nous l'avons compris, vous avez fait partie de ceux qui ont été les pionniers pour le faire. Et d'ailleurs, si vous avez créé une fondation au sein de GRDF qui porte cette transversalité territoriale, comme nos amis de RTE, vous êtes très rares à avoir le territoire comme cause, eh bien, il était tout à fait légitime et très heureux de pouvoir vous remettre à vous aussi aujourd'hui, très modestement, les travaux qui ont mobilisé pendant 15 ans la remarquable équipe du Rameau, mais surtout tous les partenaires qui ont permis que cette connaissance partagée, que cette connaissance empirique puisse vous être remis aujourd'hui. Merci à tous les quatre d'avoir eu la confiance d'être les premiers récipiendaires, puis-je dire, de ces modestes travaux pour contribuer ensemble à ce que les modèles socio-économiques de demain réinventent les genoux dont nous avons besoin vers 2030. Merci Charles Benoît. Alors, j'attire votre attention. Certaines personnes un certain nombre ont été très sensibles à vos propos et vous le verrez à travers les questions qui vous sont posées. Après ces temps finalement qui nous ont permis de cheminer sur des programmes et 14 ans, une belle traversée de 14 ans qui se poursuit, on l'a bien entendu. Il est temps à présent d'entendre finalement nos témoins de ce jour avec chacun des fondateurs que vous venez d'évoquer. Pour commencer, voilà, j'ai le plaisir d'accueillir Bettina Laville, donc fondatrice et présidente d'honneur du Comité 21. Alors Bettina, vous avez proposé de répondre à cette question, en quoi finalement le cadre stratégique institutionnel de l'agenda 2030 des ODD invite à développer de nouveaux modèles. On est tout oui. Bonjour à tous et bonne année pour ceux que je n'aurais pas croisés ces 15 premiers jours. Alors d'abord, merci, puisque quand on est récipiendaire, eh bien, on est honoré de l'être. Et donc, je remercie évidemment Charles Benoît et le Rameau, et avec moi, tout le comité 21 et son président actuel, qui en plus est un économiste, comme vous savez, Philippe Dessertine. Alors, Charles Benoît, avec sa malice habituelle, a mis le comité 21 au nord. Donc, je vais essayer de ne pas le perdre dans mon intervention. Et je voudrais en fait dire un mot effectivement sur ces nouveaux modèles et puis dire un mot sur l'ensemble de l'agenda 2030 et particulièrement l'ODD 17, puisque nous menons deux actions à la fois, chacun de notre octet, mais en même temps extrêmement croisées, et dans l'intention et l'esprit et même dans les publications, le Rameau et nous-mêmes. Alors d'abord, je voudrais m'arrêter sur cette expression de nouveau modèle et sur ce que vous nous présentez aujourd'hui. Nous menons, un mot sur le comité 21, un travail sur les nouveaux modèles, et nous sortirons nos travaux en juillet prochain avec 4 axes principaux qui correspondent d'ailleurs à nos collèges, effectivement fondés, alors c'est très gentil de dire 20 ans, c'est quand même 30 ans dans 2 ans, c'est-à-dire les territoires, les entreprises, tout ce qui est le monde universitaire, les associations, et puis nous avons un 5e collège qui, en fait, nous inspire. C'est un collège des citoyens que j'ai fondé il y a 3 ans maintenant.
Ces nouveaux modèles, en fait, nous avons deux piliers qui sont en filigrane dans ce qui vient de nous être présenté. Alors, vous dites frugalité, nous disons sobriété. Avant qu'elle soit contrainte par la crise énergétique, nous avons publié une très, très grosse note en février dernier, juste avant la guerre, la déclaration de guerre et pas d'opération spéciale. Et nous prônons que c'est cette sobriété qui doit être le fondement des nouveaux modèles pour les 4 entités évidemment dont je viens de parler. Sur, la manière en fait, d'ériger un nouveau modèle, nous pensons nous que, tout ce qui est le modèle de fonctionnalité est extrêmement intéressant, parce qu'il englobe évidemment tout ce qui est recyclage, bien entendu, tout ce qui est réutilisation des ressources et donc sobriété. Mais nous pensons aussi que le mot invite beaucoup à changer la fonction de l'économie et ça nous paraît tout à fait important. Simplement, ce que je voudrais dire, c'est que l'entreprise que vous menez depuis 14 ans et dont une des parties se termine aujourd'hui par ce rapport, et nous la menons donc depuis 2020, quand nous avons sorti notre rapport en fait sur toutes nos propositions nouvelles, eh bien, je nous trouve finalement hardi, je dirais, parce que, en fait, le problème, c'est de sortir un nouveau modèle alors que nous avons une déstructuration profonde des modèles. Et en fait, comment construire dans la déconstruction? Je crois que c'est le vrai mot. Alors, je pense qu'il faut toujours garder ça, en tête et que nous avons, par rapport, au sujet des nouveaux modèles, toutes sortes de signes. Je déteste les mots optimiste et pessimiste, mais enfin, on va dire toutes sortes de signaux négatifs et positifs. Pour vous plonger d'abord dans le désespoir, avant et donc de vous faire plier le genou, pour reprendre l'expression du jour, je voudrais, juste, vous, lire 2 ou 3 passages, de la déclaration, si vous ne l'avez pas lue, du secrétaire général, des Nations unies, à Davos. Et je peux vous dire que alors nous connaissons tous, Gutiérrez et nous savons à quel point, il est particulièrement vif dans son interpellation. Mais en fait, il nous parle de catastrophe imminente, il nous parle justement de déconstruction, il nous parle, il nous dit, je cite: «Le monde est dans un triste état en raison d'une myriade de défis, de problèmes interdépendants dans le changement climatique et des guerres». Il nous dit, qu'il faut évidemment mettre fin notre guerre autodestructrice contre la nature, au moment où la planète flirte avec la catastrophe climatique, et ça, il développe, beaucoup, beaucoup cela. Et en fait, s'il vous dit il dit carrément qu'il nous faut rassembler nos forces pour éviter une nouvelle guerre froide, je cite aussi, entre occidentaux et chinois qui détériorerait encore la situation. Il parle évidemment de la pauvreté, on parle beaucoup du rapport d'Oxfam en ce moment, un système dans lequel la plupart des pays pauvres ont vu le service de leur dette monter en flèche de 35 rien que l'année dernière, et la planète est loin d'être dans le meilleur des mondes. Alors, si le secrétaire général de l'ONU, qui en principe est toujours là pour donner un cap et un espoir, nous voyons l'ampleur à notre modeste niveau, à un niveau national et puis évidemment avec un regard international à travers les ODD et l'agenda 2030 et particulièrement l'ODD 17, on voit l'ampleur de notre tâche. Si j'insiste là-dessus, ce n'est pas encore une fois pour vous donner une impression morose, triste ou désespérée dans les vœux que par ailleurs j'ai formulés au début de mon intervention, mais c'est
pour vous dire que il nous faut faire avec cette matière et cette matière grave pour construire de nouveaux modèles. Donc ça, c'était vraiment le message que je voulais donner. En revanche, il est absolument évident que par rapport à la construction de ces nouveaux modèles, c'est vrai que l'ODD 17 est un instrument tout à fait intéressant pour deux raisons. Premièrement, parce que Charles Benoît a raison de dire que l'ODD 17 et l'ensemble des ODD valent pour l'ensemble des pays, c'est-à-dire pas uniquement pour les pays en développement, mais il faut bien dire que cet ODD 17 a été fait à l'initiative des pays en développement. Et je crois que ça, c'est vraiment extrêmement important de regarder l'ensemble des cibles et c'est justement là, en fait, qu'on a un petit peu d'espoir parce que lors des dernières conférences internationales, les choses ont bougé et je crois que finalement on ne le dit pas assez. Vous savez que, alors d'abord, premièrement, ces, conférences internationales ont à peu près réussi. C'est-à-dire qu'on annonçait un échec de la biodiversité, vous intitulez votre prochain chemin écosystème, eh bien, elle a donné des résultats tout à fait intéressants, cette conférence biodiversité. Et la conférence climat, la COP27, a permis aussi des avancées. Quand vous regardez l'ensemble des cibles de l'ODD 17, vous savez que nous avons effectivement développé avec un certain nombre de partenaires, dont le Rameau, l'ensemble des cibles de l'ODD 17. Quand on regarde ces cibles, on voit que les choses sont en train de bouger. Le début des cibles, vous savez, concerne beaucoup les financements internationaux et il faut bien dire que sur ces financements internationaux, il y a un espoir. Une des cibles, je crois que c'est la quatrième, disait financement nouveaux et innovants. Eh bien, cette cible, à l'initiative du président de la République française, d'autre part, et de la première ministre, Madame Motley des Maldives, eh bien, nous avons une conférence qui va se trouver à Paris au mois de juin sur des nouvelles pistes de financement. Et ça, c'est une des réponses quand même à ce que dit le secrétaire général de l'ONU, parce qu'il faut quand même bien voir que en face des problèmes de la dette, d'une part, et en face des problèmes de tout ce qui est financement climat qui sont extrêmement insuffisants, particulièrement d'ailleurs sur l'adaptation au changement climatique, nous avons besoin de financements nouveaux. Deuxièmement, vous parlez beaucoup au rameau d'alliance et cette coopération est de plus en plus importante. Et je crois que pour l'instant, on a beaucoup dit en cette fin d'année que le multilatéralisme allait s'effondrer. Et évidemment, avec ce climat de guerre, on est bien entendu tout à fait inquiet là-dessus. Il ne s'est pas effondré. Simplement, il se construit tout à fait autrement. Ce n'est pas un multilatéralisme qu'on voit comme auparavant, avec finalement des accords avec de grands groupes de pays. Il y a de profondes oppositions, par exemple, évidemment, on le sait parfaitement, entre la Chine et les USA, ne parlons pas de la Russie avec d'autres pays, etc. Mais il y a aussi de nouvelles constructions qui sont des constructions, je dirais, un petit peu à la carte, qui sont ce qu'on appelle en géopolitique des constructions affinitaires, exactement comme au sens du très beau livre des affinités électives. Et je crois que ça, c'est tout à fait important et ça correspond finalement à certaines cibles de l'ODD 17. Je citerai évidemment celle dans la coopération scientifique, je citerai également dans celle dans le commerce, parce que le commerce est en train complètement de revêtir une autre figure, de l'accès au marché, voilà. Alors, est-ce que ça remplit la cible 13, c'est-à-dire la stabilité économique mondiale? Non.
Et c'est pour ça que je trouve très intéressant que chacun à notre place et ensemble en même temps, on construise des propositions de nouveaux modèles. Parce que ce qu'il y a de certain, à cause du mouvement de relocalisation, c'est que l'ensemble de la construction d'un autre modèle se fait pays par pays, région par région, et je crois que ça, le Rameau l'a parfaitement compris. Et la stabilisation économique internationale qui est aujourd'hui mise à mal ne se fera que si les briques nationales se construisent positivement, parce qu'un des grands dangers aujourd'hui, on le sait tous, c'est que les briques nationales peuvent se construire d'une manière à laquelle nous ne pouvons adhérer, c'est-à-dire en fait dans le repli sur soi et la haine de l'autre. C'est pour ça, et je conclurai par là parce que je sais que je vais me faire rappeler à l'ordre très vite. C'est pour ça que cette ODD 17, par rapport à toutes vos démarches, est un ODD d'espoir. Alors, j'ai commencé par Gutiérrez et le désespoir, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a toutes sortes de graines de reconstruction qu'occulte complètement, évidemment, la guerre actuelle et qui est très occultée par encore la grande ombre du Covid dans un certain nombre de pays, évidemment, particulièrement la Chine. Néanmoins, ce qui s'est passé dans les 3 dernières années, c'est que la catastrophe, elle est arrivée. Elle est arrivée par une pandémie, elle est arrivée par une guerre improbable et elle est arrivée, on voit bien le ton de Davos en ce moment, elle est arrivée par, comment dirais-je, le choc de pauvreté. On parle donc de la dette, on voit bien quels sont aujourd'hui les 2 risques que Davos a mis en exergue. C'est premièrement, évidemment, le climat, c'est le deuxième dans les 30 années à venir, mais dans les 10 années à venir, le risque principal est la pauvreté, la perte du pouvoir d'achat. Et en fait, on revient finalement au fondement de cet agenda 2030. On revient, moi j'ai tendance à dire, on a beaucoup dit que le développement durable, c'était une notion terminée parce qu'il y avait des notions beaucoup plus chics comme la transition, etc. Bien sûr, la transition, nous l'appelons au Comité 21 la transformation, il faut la faire. Mais à ces 3 piliers, c'est-à-dire l'économie, le social et l'écologie, correspondent une nouvelle modernité. Ils sont encore valables, sauf que, comme vous l'avez dit au début, il y a un 4e pilier qui est d'ailleurs dans l'agenda 21, avant l'agenda 2030, était égrené de manière très, très précise. Mais moi, j'ai tendance à dire que le développement durable aujourd'hui, c'est la conciliation des 4 piliers. Et le 4e, c'est de manière extrêmement violente presque, hein, la démocratie. Et là, c'est évidemment les rapports entre l'ODD 16, l'ODD politique, paix, construction démocratique de chaque pays, avec l'ODD 17. Voilà ce que je voulais dire rapidement. Merci pour ce rapport. Et vous savez à quel point, moi, comme fondatrice du Comité 21, mais Philippe Dessertine, comme président et grand économiste, on le sait, nous sommes engagés à vos côtés, cher Charles Benoît et cher Rameau, globalement. Merci infiniment pour ces propos très éclairants, Bettina. Alors, on vient d'avoir un spectre passionnant à l'international et on va à présent, dans notre approche, peut-être revenir un peu plus en France en étant à l'écoute de Florian Covelli qui a fondé et qui dirige l'IFMA, basé d'ailleurs à Lyon, donc l'Institut français du monde associatif. Florian, on vous a proposé de répondre à cette question. Quel fait saillant pourriez-vous nous partager sur les travaux de recherche sur les modèles socio-économiques et la création de valeur? La parole est à vous et les slides également. Merci Yann, bonjour à toutes et tous. Je joins mes voeux à ceux qui m'ont précédé pour cette nouvelle année. Merci d'avoir associé l'Institut français du monde associatif à ce webinaire. Je voudrais, pour commencer, vous dire quelques mots sur qui est l'Institut. Donc, on a été créé en 2019 avec comme objectif de renforcer la connaissance du monde associatif
à travers 3 domaines d'activité stratégique que vous voyez à l'écran. Qualifier les besoins de connaissances du monde associatif. Depuis 4 ans, l'Institut a identifié 12 grands enjeux de connaissances prioritaires sur la base d'une consultation nationale de 5 groupes de travail, acteurs-chercheurs, pour identifier des pistes de recherche utiles au monde associatif. Le deuxième domaine d'activité stratégique, c'est de construire des programmes de soutien à la recherche. Nous avons déjà lancé 4 programmes et soutenu 25 nouvelles recherches. Et puis, troisième domaine d'activité stratégique, diffuser la connaissance. Nous avons rassemblé près de 1500 personnes à l'occasion d'événements pour diffuser la connaissance. Et nous avons recensé plus de 4000 références bibliographiques en vue de mettre en ligne une bibliothèque numérique au cours de l'année 2023. Et tout cela en s'appuyant sur un certain nombre de partenaires que vous voyez ici et dans lesquels on retrouve notamment le Rameau, mais aussi la Fondation GRDF et également l'ADASI. Pas encore le comité 21, d'ailleurs Bettina, on pourra en discuter ensemble. Je suis ici parce que dès notre première consultation, les questions des modèles socio-économiques et de la création de valeur sont apparues comme un besoin de connaissance très important pour les associations et particulièrement reliés. C'est ce qui nous a donné envie de monter un groupe de travail avec une quarantaine d'acteurs et de chercheurs, puis de lancer un programme de soutien à la recherche sur une approche commune de ces sujets. Et donc, le Rameau, que je remercie, m'a proposé d'intervenir plutôt sur ces questions de création de valeur du monde associatif, qui est un sujet bien peu travaillé jusqu'ici par la recherche. Alors, quels sont les enjeux de connaissances autour de cette question de valeur? Pour les acteurs, nous avons identifié 3 niveaux d'enjeux. Le premier, comprendre la valeur que l'on crée. Comment parvient-on à révéler, à se rendre compte de la valeur que l'on crée? C'est un enjeu de connaissance, une question essentielle, voire existentielle, pour conduire et faire progresser son projet associatif. C'est aussi un enjeu de connaissance collectif, parce que c'est avec sa gouvernance, avec ses bénéficiaires, avec ses parties prenantes que l'on va pouvoir mettre à jour la valeur qui se crée et se partage à travers le projet associatif. Deuxième niveau d'enjeu, se singulariser par rapport aux autres acteurs. C'est une condition pour faire exister son projet dans son environnement et l'articuler avec les autres projets existants sur le territoire ou dans le secteur. Et puis, troisième niveau, communiquer auprès de ses parties prenantes. Ce que l'on sait dire de soi, de son apport à la société ou à un territoire va être déterminant pour nous connecter aux autres, à notre public, à nos bénévoles, à nos partenaires, etc. Et donc, c'est par la communication de ce que l'on connaît de sa propre valeur que l'on va pouvoir apporter, convaincre, rallier, transformer. Autrement dit, c'est aussi par la communication que l'on va pouvoir partager sa valeur. Alors, deuxième type d'enjeu, les enjeux écosystémiques. Et là, on va retrouver l'articulation entre le je et le nous qu'évoquait Charles Benoît. La valeur est toujours créée en rapport à ses parties prenantes et partagée avec elles. Elle a toujours donc une dimension relationnelle très forte. Comment je vais, moi, association, identifier des besoins non couverts, comment je vais inventer, tester des solutions nouvelles et avec qui, interpeller, voire inspirer les politiques publiques, créer du lien social autour du projet, voire un espace démocratique. Cette fonction sociopolitique, finalement, elle va mobiliser l'ensemble des parties prenantes, de son public ou de ses bénéficiaires jusqu'à ses partenaires publics et privés, en passant par sa gouvernance. Et cette fonction sociopolitique, elle est une force transformatrice de l'écosystème. Elle va transformer les perceptions des habitants sur une cause, elle va modifier les pratiques des professionnels, nourrir la vision des partenaires et peut-être faire bouger aussi les politiques publiques. Et donc, cette approche de la valeur que l'on crée en relation avec son écosystème produit du dépassement concernant les logiques de coopération. C'est-à-dire que cette dimension-là appelle à ne plus simplement projeter uniquement la complémentarité ou la mutualisation comme une fin en soi ou comme l'apport de moyens ou de ressources, mais plutôt nous conduit à penser l'articulation de notre propre chaîne de valeur à la chaîne de valeur des autres acteurs sur un territoire. Et ces articulations croisées vont être fécondes
sur un territoire, elles vont contribuer à un changement systémique et donc on peut plus justement parler de changement écosystémique. Troisième niveau d'enjeu, le sujet de la valeur amène des questions sur sa mesure. Or, la question de la mesure de ce que produit une association est trop souvent réduite à l'évaluation des actions, souvent a posteriori, pour rendre des comptes et justifier de ce que l'on a fait auprès de ses financeurs. Et cette question se trouve souvent enfermée dans le carcan de l'impact, qui est très utile, mais qui va se focaliser sur des indicateurs quantitatifs, sur des résultats produits, dans une perspective plutôt économique des problèmes et des solutions. Et cette méthode semble peu adaptée pour documenter la valeur créée par les associations. Il faut donc faire un pas de côté et inventer de nouvelles méthodes d'évaluation qui vont dépasser le regard sur les résultats quantitatifs de ce que l'on produit quand on est une association pour s'intéresser à ce que l'on est, à comment on produit, c'est-à-dire au processus, aux modalités de gouvernance, aux spécificités de ces modèles socio-économiques. Comment la mobilisation de l'engagement ou des coopérations est en soi productrice de valeur. Comment elle est productrice d'innovation, d'espace démocratique et aussi productrice de territoire. Il ne s'agit alors plus simplement de compter des bénéficiaires, mais de comprendre comment on a fait levier pour transformer leur vie. Il ne s'agit plus simplement de faire le total du budget des partenaires, mais de comprendre comment on a fait levier pour transformer l'ensemble de ces parties prenantes. Il s'agit donc de révéler les effets transformatifs, les effets écosystémiques du projet à travers la mesure de la valeur. Alors, à travers deux exemples, deux projets de recherche sur la valeur que je voulais mettre en avant. L'Institut a lancé un programme de soutien à la recherche sur les modèles socio-économiques et la création de valeur. Je ne peux pas encore vous en dévoiler les résultats parce que nous aurons un jury avant fin janvier. En revanche, j'aimerais vous évoquer deux projets qui s'intéressent à la question de l'évaluation de la valeur. Le premier, il est porté par le groupement de recherche sur l'évaluation de l'utilité sociale. Donc, il a été soutenu par l'Institut lors d'un programme précédent et il aborde une approche différente de l'évaluation. Cette méthode, poussée par le Gréus, va essayer de comprendre l'utilité sociale d'une association en s'intéressant à ce qui a évolué dans le temps entre l'association et ses parties prenantes. Donc vraiment en s'intéressant à la dimension relationnelle de l'association, on dit dans un langage académique, dans une démarche socio-anthropologique. On va passer au crible tout ce qui s'est transformé pour la gouvernance, pour les bénévoles de terrain, pour les salariés, pour les partenaires, pour son écosystème territorial et comment ça s'est transformé. Donc c'est une perspective qui investit toute cette dimension relationnelle d'une association et qui par là permet de mieux qualifier la contribution associative à la transformation sociale. Cette recherche aura des incidences importantes en termes d'outillage méthodologique pour les associations qui vont mieux comprendre ce qu'elles produisent et mieux piloter leur stratégie, mais aussi pour outiller le dialogue entre les associations et leurs partenaires, pouvoirs publics, partenaires privés, dont les fondations par exemple, autour de la valeur créée et partagée. Le deuxième projet aborde l'évaluation de la valeur dans une perspective innovante également. Il s'agit d'une démarche évaluative qui s'inspire de l'ethnocomptabilité. Qu'est-ce que l'ethnocomptabilité ? C'est une méthode appliquée par le travail social et familial au Québec qui, pour accompagner les familles endettées, va essayer de se mettre à leur place et compter ce qui compte vraiment pour elles. Et donc, l'idée de cette recherche est d'adopter cette méthode pour accompagner plutôt des petites associations à définir leurs propres indicateurs pour leur permettre de mesurer ce qui compte vraiment pour elles. Et là, l'intérêt de la démarche est vraiment d'aboutir à des modalités d'évaluation qui ne répondent pas à une injonction, mais qui permettent aux acteurs de dire eux-mêmes la valeur qu'ils créent et qu'ils partagent. Voilà, j'en ai terminé. Je vous invite à suivre les actualités de l'Institut sur notre site et sur LinkedIn. Et je ne sais pas si j'en aurai la possibilité, mais je vais essayer de vous partager quelques ressources sur le chat. Merci beaucoup. Merci beaucoup Florian pour cet exposé extrêmement clair qui met bien en fait en perspective la façon dont le monde de la recherche se mobilise après avoir entendu Bettina sur l'éclairage et les enjeux pour les institutions
Et on va écouter à présent une autre logique qui est celle de l'accompagnement des projets d'intérêt général. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir Caroline Germain, qui est fondatrice et déléguée générale de l'ADASI. Caroline, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus finalement en quoi notamment ces nouveaux modèles d'accompagnement des structures stratégiques, des structures d'intérêt général jouent un rôle majeur quand on parle de déploiement des innovations sociétales? La parole est à vous. Merci Yann. Peut-être juste avant de vous dire un mot sur les nouveaux modèles d'accompagnement stratégique et en quoi ils sont vraiment différents. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans l'accompagnement stratégique des projets d'innovation? À l'instar de Bettina, j'aimerais beaucoup remercier Le Rameau sur le cheminement que nous avons depuis 2008 et vous dire combien je suis honorée aussi d'être récipiendaire de vos travaux. Quand bien même, j'espère qu'on a contribué aussi à faire émerger, bien évidemment, ces travaux. Voilà, j'en dis pas plus, mais en tout cas, j'en suis tout à fait ravie. Alors, qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans l'accompagnement stratégique des projets d'innovation sociale? Peut-être qu'avant de répondre tout à fait sur l'accompagnement stratégique, j'aimerais simplement commencer par rappeler quelques caractéristiques des projets d'innovation sociale. Alors, vous savez que les innovations sociales, d'ailleurs, vous nous avez montré un beau slide, même si on l'a vu de manière fugace, sur les différentes phases de développement des projets d'innovation sociale. Mais comme on le sait tous, les projets d'innovation sociale, ils ont différentes phases d'émergence, d'expérimentation, pour beaucoup, de modélisation, d'essaimage et déploiement de grande échelle. Donc, ces différentes phases, chacune de ces différentes phases se joue différents enjeux et nécessite une palette de compétences assez différentes. Quel constat on pose aujourd'hui sur ces projets d'innovation sociale? Charles Benoît, vous le disiez bien, il y a une première problématique, en tout cas un premier goulot d'étranglement très fort dans ces innovations sociales, c'est la question de la modélisation, parce que ce sont des temps longs et parce que souvent on entend par modélisation des innovations sociales, on a en tête comment je formalise un processus. Et en fait, c'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Modéliser un projet d'innovation sociale, c'est lui trouver un modèle économique. Et trouver un modèle économique d'un projet d'innovation sociale, voilà une vaste question auquel il n'est pas simple de répondre. D'ailleurs, on voit que beaucoup de nos projets d'innovation sociale, s'ils trouvent des accompagnements, et d'ailleurs, on voit une émergence et une effervescence d'accompagnateurs sur les questions d'émergence. On a de plus en plus d'incubateurs territoriaux et on peut s'en réjouir très fortement. Mais on voit bien que les grandes innovations, elles ne sont pas toutes appelées d'ailleurs à se déployer à grande échelle. Il y en a qui sont territoriales et c'est très bien ainsi. Mais pour celles qui, justement, peuvent permettre d'amener des briques au nouveau modèle, on voit qu'elles font finalement face à un vrai plafond de verre. On a aujourd'hui des projets d'innovation sociale qu'on a souvent réussi à essaimer dans quelques territoires, développer, mais quand il s'agit de les déployer, c'est-à-dire faire en sorte que la solution innovante, qui est la caractéristique de l'innovation, soit finalement disponible là où on en a vraiment besoin, et partout, là où on en a besoin, là, on fait face à d'autres difficultés. Et pourtant, c'est bien ces solutions-là qui peuvent permettre justement de transformer et de penser les modèles de demain. Donc, on est vraiment face aujourd'hui à cette problématique clé de plafond de verre qui nécessite… alors, pourquoi finalement on est face à ces plafonds de verre dans l'innovation sociale? Alors, je donne quelques pistes, mais il y a beaucoup de raisons. Bien sûr, parce que ça nécessite au projet d'innovation de revoir en profondeur son positionnement, d'imaginer des processus, d'inventer des dispositifs de gouvernance adaptés. J'en dis pas plus parce qu'on pourrait en dire beaucoup sur ce sujet-là, et je vous le disais, de qualifier finalement le modèle socio-économique, les modèles économiques de cette solution. On a souvent la croyance dans les projets d'innovation, et on l'a tous eu, que finalement, expérimenter, donner à voir, pouvoir évaluer ce qu'était évaluer aussi, pas simple, évaluer ce qu'était cette innovation, et souvent l'aboutissement pour nos porteurs de projets est parfois de faire loi, comme si le droit permettait aux innovations de se déployer. Alors, le droit est indispensable parce qu'il donne des cadres très importants, mais il ne suffit pas. Si la loi
permettait de changer le monde, ça se serait et nous ne serions pas là. Bien sûr, c'est essentiel, c'est un cadre essentiel, mais c'est pas suffisant, nécessaire, mais insuffisant. Donc, et puis, question des modèles socio-économiques. C'est mon propre modèle socio-économique, le modèle socio-économique du porteur, vous le disiez, souvent qui sont des associations d'intérêt général, comment elles ne se font pas déposséder de leurs innovations, et puis quel modèle socio-économique de cette solution, et plus largement, quand on a des solutions d'innovation à grande échelle, ça vient bousculer, repenser même les modèles socio-économiques, des écosystèmes, il y a des filières qui se constituent, les acteurs privés doivent aussi bouger, enfin, on est face à une multitude de questions qui sont quand même assez profondes et assez complexes. De ce fait, l'accompagnement stratégique devient tout à fait clé, mais là aussi, limite de l'accompagnement stratégique, c'est qu'aujourd'hui, on a peut-être une vision un peu linéaire de l'accompagnement stratégique. Après tout, j'ai un besoin, j'écris mon besoin. Déjà, c'est pas si simple que ça, que de bien qualifier ses besoins, c'est-à-dire pas si simple de se dire quelles sont toutes les questions réelles à instruire derrière ma problématique de plafond de verre. Donc, il y a un vrai sujet de qualification des besoins qui n'est pas simple. Et puis, la tendance serait peut-être à poser une expertise ou une équipe. Or, la nature des questions qui nous sont posées, eh bien, on voit bien aujourd'hui que l'un des sujets clés de l'accompagnement en stratégie, c'est non plus quel bon acteur va accompagner, mais quel est le bon collectif d'acteurs, quelle bonne multi-expertise va permettre d'accompagner ce plafond de verre. On a besoin bien sûr de compétences de conseil en stratégie pour pouvoir dessiner les écosystèmes, penser demain, faire des projections, mais on a besoin d'expertise de secteur, sectorielle très forte, on a aussi besoin d'expertise fonctionnelle, on a besoin d'expertise juridique par exemple, et on a aussi besoin de multi-regards sur ces projets, c'est-à-dire avoir du croisement de regard entre des institutions qui vont prendre une partie de la solution, qui vont la porter mot pour un bout, des acteurs privés, des acteurs de territoire, donc on a besoin de multi-expertise, de multi-regards. Donc, vous voyez bien que l'accompagnement stratégique de demain, ce n'est pas un acteur. Et c'est même plus qu'un parcours. Moi, j'ai envie de dire, bon cœur de musicienne amatrice parle, c'est une véritable orchestration dont on a besoin. Et parfois, on a besoin d'un petit orchestre de chambre et parfois, on a besoin du grand orchestre. Et tout ça doit se jouer avec des tempos particuliers, avec différentes forces. On fait jouer quelques instruments. Parfois, c'est la grosse caisse. Parfois, c'est tout doucement. Parfois, on a besoin de solistes, mais pas toujours. C'est là où tout se joue, me semble-t-il, dans les nouveaux modèles d'accompagnement en stratégie. En ça, il me semble qu'on a un exemple dont l'Adasie est très heureuse aujourd'hui d'être au cœur de ce nouveau dispositif. Le rameau, on a été aussi vraiment un fondateur, c'est le Fonds I avec la Caisse des dépôts, avec des financeurs privés et différents acteurs. Le dispositif Fonds I est vraiment aujourd'hui l'incarnation, en tout cas une tentative d'incarnation, il y en aura peut-être d'autres, pour pouvoir être en mesure de créer un dispositif d'accompagnement qui puisse organiser cette fameuse orchestration si spécifique, qu'on ne soit pas dans un millefeuille d'accompagnement qui n'est ni queue ni tête, mais qui permettent là de dépasser les plafonds de verre et d'inventer des démarches. Voilà. Tout l'enjeu, vous voyez, de l'accompagnement, c'est vraiment donc ces articulations, cette animation, encore une fois cette orchestration, qui permet in fine, d'avoir vraiment des démarches innovantes d'accompagnement, qui permet aussi, in fine, de faire des montées en compétences des différents acteurs, parce que ce qui est très intéressant, c'est que quand on fait partie de ces collectifs, finalement, on invente ensemble des solutions qu'on n'avait pas imaginées, on voit des choses qu'on n'avait pas vues quand on était seul, et c'est bien normal. Et puis, ça permet aussi de mettre en place des mécaniques de capitalisation, de montée en compétences, d'invention qui sont très intéressantes. Donc, vous voyez ce qui se joue, à notre sens, quand on parle de l'accompagnement stratégique des projets d'innovation, quoi de neuf demain? Quoi de neuf, ce n'est pas tant une nouvelle expertise, c'est l'orchestration des regards et des expertises. C'est là où il se joue des choses très intéressantes. J'ai été courte.
Merci Caroline pour cet éclairage sur l'accompagnement, les enjeux finalement, d'accompagnement des projets d'intérêt général. Et je vais laisser la parole à notre dernier témoin qui va porter le regard finalement de l'investisseur sociétal. On en a parlé, il s'agit de Frédérique Lemonnier, fondatrice et déléguée générale de la Fondation GRDF, qui malheureusement était justement en pleine session de fondation aujourd'hui, mais qui nous a partagé un très beau témoignage vidéo, notamment pour répondre à la question de comment expérimenter de nouveaux modèles d'investissement sociétal. Je vous propose de l'écouter. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette invitation. Un mot peut-être pour vous permettre de mieux situer l'action de la Fondation GRDF. La Fondation GRDF est une fondation abritée par la Fondation de France qui a débuté ses activités il y a 2 ans et demi. Et sa vocation est d'agir pour le développement économique et social des territoires soutenables et inclusifs. Donc concrètement, nous soutenons des projets d'intérêt général qui sont porteurs de transformation systémique, et cela sur le territoire de la France métropolitaine exclusivement. Ce qui caractérise nos modalités d'intervention tient en quelques mots: défricher, relier et jouer collectif. Donc ça veut dire que nous aimons explorer, expérimenter, créer des interactions entre les acteurs, entre les projets, entre les territoires, et bien sûr multiplier les opportunités de coopération et d'alliance. Ce qui caractérise également notre action, c'est que nous ne faisons pas uniquement du soutien financier, Nous mettons en place pour chacune des structures que nous soutenons un parcours d'accompagnement sur mesure. Et ce parcours revêt 4 dimensions: des apports opérationnels, donc par exemple la mise à disposition d'expertise fonctionnelle, des dons matériels, des mises en lien, la recherche de synergie entre la structure, l'écosystème de la fondation, mais aussi l'écosystème de l'entreprise GRDF. Une dimension également d'orientation, donc de conseils, d'informations sur les dispositifs d'accompagnement existants. Et puis, bien sûr, un suivi de l'accompagnement du projet, de la mesure d'impact, de la mesure de la relation avec la fondation. Et en fait, c'est à la lumière de cet accompagnement et des échanges avec les structures que nous soutenons, mais aussi à la lumière des échanges et de coopération avec d'autres investisseurs sociétaux ou des acteurs de notre écosystème, que nous avons commencé à expérimenter de nouvelles approches de l'investissement sociétal. Pour être la plus synthétique possible, ces expérimentations se déroulent selon 2 modalités. La première, c'est de répondre à des besoins de nos structures, des besoins que nous avons identifiés et pour lesquels nous n'avons pas trouvé d'orientation et de réponse adaptées. Donc, par exemple, nous soutenons le projet d'une structure de l'IAE, Happy Up, qui vise à créer une filière de recyclage et de valorisation des rebuts industriels de cuir dans une logique d'économie circulaire et solidaire. Donc cette filière de recyclage, elle se développe d'abord à l'échelle régionale, mais de plus en plus de demandes arrivant, elle va connaître un rayonnement plus important à l'échelle d'autres régions, voire un rayonnement national. Donc, cette petite structure fédère une multitude de partenaires autour de son projet, des acteurs de l'ESS, un cluster d'entreprises de l'économie classique, des acteurs publics, voilà. Donc, c'est un projet d'intérêt général, complexe, un gros projet, porté par une petite structure et qui fait face à des enjeux qui peuvent la mettre en risque. Donc, ce sont des enjeux d'ordre organisationnel, stratégique, politique, des enjeux liés à son écosystème territorial. Donc, face à ces besoins pour lesquels nous n'avons pas identifié de solution d'accompagnement existante pertinente, nous avons recherché
dans notre écosystème s'il était possible de construire une réponse adaptée. Alors, la bonne nouvelle, c'est que c'est possible et nous initions, grâce au rameau, au fond ODD 17, l'expérimentation d'un dispositif spécifique qui va aussi mobiliser différents acteurs de l'accompagnement. La seconde modalité, c'est une modalité d'action collective. Donc là, l'idée, c'est d'apporter une réponse plus impactante, plus puissante, plus pertinente face aux urgences économiques, sociales et écologiques. Et donc, à travers cette expérimentation de l'action collective, il s'agit de travailler les complémentarités entre financeurs et au-delà, de passer d'une approche de maillage de projet à une logique de maillage d'impact. Donc, un exemple pour illustrer ce propos, le projet que nous avons initié, le projet d'action collective sur la transition agroécologique et alimentaire. Donc là, c'est un projet qui réunit un collectif composé de 5 fondations, d'un acteur public de l'ingénierie territoriale et d'un fonds de la finance solidaire citoyenne. Et c'est un projet qui est par ailleurs soutenu par le fonds ODD 17. Donc le projet, il a démarré fin juin 2022 et depuis, nous cheminons ensemble pour co-construire un projet commun à impact avec l'ambition d'adresser les problèmes à la racine dans une logique de changement de modèle et d'innovation frugale et en capitalisant sur les complémentarités des différentes parties de ce projet. Donc l'expérimentation, elle est prévue dans 2 territoires. Ensuite, si nous voulons la preuve de l'intérêt de cette action collective, l'idée, c'est de pouvoir élaborer un modèle qui sera transférable à d'autres territoires. Donc, voilà ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Encore désolée de ne pas être présente en direct. Merci beaucoup pour votre attention et bon webinaire à toutes et à tous. Merci Frédéric pour ce témoignage très clair. Donc vous avez donc entendu 4 regards croisés qui constituent aussi autant de briques finalement, hein, autant d'éclairage structurant sur ces questions et ces enjeux, et 2 mots très rapidement sur les perspectives finalement du nouveau cycle 2023. En quoi est-il une nouvelle approche ? Déjà reposer le contexte. Ce que l'on vient de découvrir aujourd'hui, incarne l'un des 4 chantiers pour passer à l'action dès aujourd'hui, puisqu'en fait, il y aura en parallèle 4 chantiers structurants sur ces questions-là. Le premier qui va viser à rendre sur la capitalisation pour finalement partager encore davantage les pratiques et mieux les faire connaître. Charles Benoît l'évoquait, la plateforme trajectoire modèle socio-économique de l'environnement va être amenée à s'ouvrir et finalement va devenir un commun qui permettra d'adresser, de partager ces enjeux à toutes les structures, quel que soit leur secteur. Deuxième chantier, celui de la cartographie des parcours d'usage. Comment s'informer, comment se former, comment agir et finalement interagir entre ces 3 dynamiques. Ce sera également un chantier extrêmement structurant selon les besoins et les maturités des acteurs. Le troisième, qui fait écho aux propos de Frédéric, finalement, c'est celui du rôle et de la mobilisation des investisseurs sociétaux, comment financer quelque part l'accompagnement qui a été bien évoqué par Caroline. Et le dernier chantier, et pas le moindre, c'est celui que l'on vit en ce moment même, la logique d'animer un cycle de partage des connaissances avec 3 volets. Le dossier Juris, je vous invite à réserver la date du 15 juillet pour la publication du 11e dossier annuel sur les modèles socio-économiques d'intérêt général qui sera publié par Juris Association, mais également les jeudis de l'ODD 17, grâce auxquels vous pourrez notamment accéder aux 2 publications qui ont été évoquées par Charles Benoît, et donc ce cycle de webinaires. Et par rapport à ce... Et
et l'ensemble de ce chantier, nous tenons bien sûr à remercier notre partenaire, la JEBVA, qui nous permet d'avancer dans cet ensemble. Et pour 2023, le prochain webinaire aura lieu le jeudi 16 février. Et finalement, l'objectif sera, après une logique de pédagogie, une logique de prospective, de rentrer dans une logique de méthode, finalement de partager comment permettre aux acteurs de s'outiller davantage par rapport à ces enjeux-là. Et le prochain parlera des enjeux de biodiversité, l'ODD 15, qui a été en grande partie évoqué notamment par Bettina par rapport à tous ces enjeux du climat, les enjeux de biodiversité, comment agir ensemble sur ces enjeux avec le retour d'expérience de l'UNCPIE, structure pionnière depuis les années 70. Et voilà les quelques mots que l'on tenait à vous partager. Un immense merci pour votre attention. On a vu beaucoup de témoignages d'intérêt. Peut-être Charles Benoît, un dernier mot pour conclure. Merci à tous et surtout merci pour le travail de chacun durant ces 5 dernières années. Nous comptons sur vous de 2023 à 2027 pour inventer ensemble les nouveaux équilibres économiques dont Bettina nous a rappelé que ce n'est pas gagné, mais qu'il y a de l'espoir. Et tant qu'il y a de l'espoir, eh bien, il y a de la vie. Merci à tous. Bonne année 2023. Merci à toutes et tous. Très bel après-midi et à bientôt.